Avez-vous déjà vu quelqu'un creuser sa propre tombe en souriant, totalement convaincu qu'il est en train de construire son trône? C'est exactement ce que Declan Hayes a fait le soir de son 5e anniversaire de mariage. Il est entré dans la grande salle de bal de l'Hôtel Pierre. Son bras était fermement enroulé autour de sa jeune et flamboyante maîtresse. Il était prêt à humilier publiquement sa femme discrète et simple, Audrey. Il se croyait intouchable. Il pensait qu'Audrey n'était qu'une personne insignifiante et soumise, une femme dont il s'était lassé et qu'il pouvait jeter comme le journal de la veille. Mais Declan était sur le point d'apprendre une leçon terrifiante. Parfois, les personnes les plus silencieuses dans une pièce ne se cachent pas par peur. Elles se cachent parce que la pièce leur appartient. Pour le monde extérieur, Declan Hayes était un titan en devenir. À 34 ans, il était l'associé fondateur de Hayes Capital Group, une société de capital risque basée à Manhattan, qui semblait transformer tout ce qu'elle touchait en or. Il conduisait une Aston Martin élégante, portait des costumes Tom Ford sur mesure et avait ce charisme agressif et aveuglant qui poussait les investisseurs à lui jeter leur chéquier. Mais derrière chaque homme qui s'est fait tout seul, il y a souvent un échafaudage qu'il refuse de reconnaître. Pour Declan, cet échafaudage était sa femme, Audrey. Audrey n'était pas ce que l'élite de l'Upper East Side attendait de la femme d'un milliardaire. Tandis que les autres épouses passaient leur mardi dans des spas médicaux exclusifs ou couvertes de bijoux Cartier lors de déjeuners de charité, Audrey préférait les poules en tricot trop grands, s'occuper de sa serre sur le toit et lire d'épaisses biographies historiques. Elle ne se maquillait presque pas et son alliance était un simple anneau d'or sans fioriture. Quand Declan organisait des dîners extravagants dans leur penthouse de Tribeca, Audrey s'assurait discrètement que le traiteur était impeccable, que le pinot noir de 2019 était servi, puis elle se fondait dans le décor, écoutant bien plus qu'elle ne parlait. Declan l'avait rencontré 5 ans plus tôt dans un café banal de Brooklyn. À l'époque, il était noyé sous les dettes, essayant désespérément de lancer sa première start-up technologique. Audrey avait été une présence stable et apaisante. Elle l'avait aidé à organiser sa vie chaotique, avait relu ses présentations et lui avait offert un encouragement silencieux lorsque les portes se fermèrent devant lui. Mais à mesure que la fortune de Declan montait en flèche, son ego gonflait avec elle. L'homme qui regardait autrefois Audrey avec une immense gratitude la regardait maintenant avec un dédain à peine voilé. Elle était une relique de ses difficultés, un rappel de l'époque où il n'était personne. Il voulait une partenaire qui corresponde à son esthétique actuelle, un trophée à mettre sur son piédestal nouvellement acquis. C'est là qu'intervient Madison Kensington. Madison avait 24 ans, une ancienne influenceuse devenue jeune directrice des relations publiques dans une entreprise rivale. Elle était tout ce qu'Audrey n'était pas. Bruyante, férocement ambitieuse, drapée de marques de créateurs et agressivement glamour. Madison n'entrait pas simplement dans une pièce. Elle s'annonçait. Declan fut instantanément enivré. Leur liaison n'était pas seulement physique, c'était une flatterie pour son ego. Madison validait la croyance de Declan qu'il était un maître de l'univers. Pendant 8 mois, Declan et Madison ont paradé leur romance illicite dans le dos d'Audrey, du moins, c'est ce que Declan pensait. Ils prenaient des week-ends à Saint Bart, dînaient dans des restaurants omakase exclusifs à Soho, et Madison vivait pratiquement dans un condo de luxe. Declan le louait sous une société écran. À l'approche de son 5e anniversaire de mariage, Declan a conçu un plan aussi cruel que calculé. Il était fatigué de mener une double vie, et Madison exigeait une bague. Mais Declan ne voulait pas seulement un divorce. Il voulait une annihilation totale. Il savait que dans un divorce standard, Audrey pourrait essayer de réclamer la moitié de ses biens, arguant qu'elle l'avait soutenu lors de la fondation de Hayes Capital. Il avait besoin qu'elle soit complètement brisée, trop humiliée pour se battre, trop dévastée pour engager un avocat requin. Il a décidé de transformer leur gala du 5e anniversaire, un événement très médiatisé auquel assistaient ses principaux investisseurs, y compris les membres notoirement stricts du conseil d'administration de Vanguard Holdings, en une exécution publique de son mariage. Il amènerait Madison comme cavalière. Il prendrait Audrey par surprise devant 200 des personnes les plus influentes de New York. « Elle est faible », a dit Declan à Madison un soir, alors qu'il se prélassait dans le condo loué, sirotant du champagne. Elle n'a pas d'argent de famille, pas d'amis puissants et pas de colonne vertébrale. Si je fais ça publiquement,
Elle retournera à Brooklyn la queue entre les jambes et acceptera n'importe quel arrangement que je lui proposerai juste pour disparaître. Madison gloussa, traçant le bord de son verre. C'est presque trop facile, chérie. Elle n'a même pas sa place dans notre monde. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient tort. Le soir du gala d'anniversaire, la grande salle de bal de l'Hôtel Pierre était baignée dans la lueur dorée et chaude des lustres en cristal. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin et des serveurs flottaient à travers la foule, portant des plateaux de caviar beluga et de champagne millésimé. La liste des invités était un véritable bottin mondain de l'élite financière de Manhattan. Audrey est arrivée tôt. Fidèle à elle-même, elle ne portait pas une robe de créateur tape à l'œil. Au lieu de cela, elle portait une simple robe bleu marine magnifiquement coupée qui tombait élégamment jusqu'à ses chevilles. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon soigné. Elle se tenait près de l'entrée, accueillant chaleureusement les invités, les jeunes loups arrogants de la tech, les vieux investisseurs sceptiques, les épouses bavardes. Elle connaissait tous leurs noms, se souvenait des anniversaires de leurs enfants et demandait des nouvelles de leurs récentes vacances. À 20 heures, la salle était comble, mais Declan n'était nulle part en vue. Des chuchotements commencèrent à se propager dans la foule. Evelyn Rothschild, une mondaine à la langue bien pendue et épouse d'un grand gestionnaire de fonds spéculatifs, s'approcha d'Audrey. « Ma chérie, où est donc ton mari ?» demanda Evelyn, ses yeux se dirigeant vers les doubles portes. C'est terriblement impoli d'être en retard à son propre hommage. Audrey offrit un sourire serein, presque détaché. « Declan aime faire une entrée remarquée, Evelyn. Tu sais à quel point il apprécie d'avoir un public. » À 20h15, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Le quatuor à cordes sembla hésiter une fraction de seconde. Declan Hayes entra d'un pas assuré dans la pièce. Mais il n'était pas seul. Accroché à son bras, portant une robe cramoisie scandaleuse et plongeante qui criait littéralement à l'attention, se trouvait Madison Kensington. Autour de son cou se trouvait un collier de diamants stupéfiant. Une pièce qu'Audrey avait remarquée manquante dans le coffre-fort privé de Declan 2 semaines auparavant. Un hoquet collectif suivi d'un silence suffocant s'abattit sur la salle de bal. 200 paires d'yeux se tournèrent frénétiquement entre Declan, la fille en rouge, et la femme discrète en bleu marine. Declan rayonnait, apparemment inconscient du choc palpable qui émanait de ses invités. Il se pavanait à travers la foule, fendant la mer de milliardaires stupéfaits, et passa juste devant Audrey sans la regarder. Il mena Madison directement sur la scène principale, attrapa le microphone de son support et tapa dessus bruyamment. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, » la voix de Declan résonna dans les haut-parleurs, dégoulinant d'un mélange terrifiant d'arrogance et de faux charme. Audrey se tenait près du fond, son visage entièrement illisible. Elle ne pleura pas. Elle ne haleta pas. Elle regardait simplement. « Il y a 5 ans, j'ai lancé Hayes Capital Group avec un rêve, » commença Declan en faisant des gestes vers la foule. « Et beaucoup d'entre vous dans cette école m'ont aidé à transformer ce rêve en un empire. Nous célébrons la croissance ce soir au soir. Nous célébrons l'évolution des affaires. Mais comme nous le savons tous, pour évoluer, il faut parfois se débarrasser des choses qui nous retiennent. » Jason Weaver, le directeur financier de Declan et son plus vieil ami, ferma les yeux et enfouit son visage dans ses mains. Il murmura une malédiction désespérée à voix basse, réalisant exactement ce que Declan était en train de faire. Parfois, continua Declan, ses yeux se posant enfin sur Audrey au fond de la salle, on se rend compte que les partenariats que l'on a formés dans sa jeunesse ne correspondent pas à la vision de son avenir. Je suis un homme qui regarde vers l'avant, et regarder vers l'avant signifie s'entourer de personnes qui correspondent à votre énergie, votre dynamisme et votre esthétique. Il attira Madison plus près, l'embrassant publiquement sur la joue. Quelques personnes dans la foule grincèrent visiblement des dents. « Alors, ce soir n'est pas seulement un anniversaire, » annonça Declan. « C'est une transition. »« Audrey, » dit-il, prononçant son nom comme si c'était une corvée, « j'ai demandé à mes avocats de vous préparer un cadeau de départ. Appelons ça une généreuse prime de licenciement. » Il fit signe à un serveur qui porta maladroitement un plateau d'argent vers Audrey. Sur le plateau reposait une épaisse enveloppe Kraft. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Tout le monde attendait l'explosion.
Il s'attendait à ce qu'Audrey crie, qu'elle jette un verre de vin, qu'elle s'effondre en larmes. Audrey tendit lentement la main et prit l'enveloppe. Elle le défit de la tache métallique, sortit la première page et la parcourut des yeux. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Des papiers de divorce accompagnés d'une offre de règlement insultante qui la privait de toute participation dans Hayes Capital. Audrey leva les yeux. Son regard croisa celui de Declan à travers la vaste salle, puis elle fit de la dernière chose que quiconque attendait. Elle rit. Ce n'était pas un rire hystérique, brisé. C'était un rire doux, authentique, mélodieux. Le genre de rire qu'un parent a pour un bambin qui vient de lui présenter fièrement une tarte à la boue. Elle remit les papiers dans l'enveloppe, la glissa soigneusement sous son bras et commença à marcher vers la scène. La foule s'écarta pour elle comme si elle était de la royauté. Quand elle atteignit le bord de la scène, elle ne regarda pas Madison. Elle regarda directement le visage triomphant et suffisant de Declan. « Declan », dit Audrey. Sa voix n'était pas amplifiée par un microphone, mais elle portait parfaitement dans le silence de mort. « J'ai toujours su que ton ego finirait par éclipser ton intelligence. Je ne réalisais juste pas que tu l'afficherais sur un panneau publicitaire pour que tout le monde le voie. » Declan fronça les sourcils, sa confiance vacillant une microseconde. « Prends juste les papiers, Audrey. Ne fais pas ça, Sir Jason. »« Oh, je ne fais pas de scène, répondit-elle doucement, sa posture impeccablement droite. « Tu l'as déjà faite pour moi. Garde l'arrangement, Declan. Tu vas avoir besoin de chaque centime pour payer tes frais de justice d'ici demain matin. » Sur ce, elle tourna les talons. Elle ne se pressa pas. Elle ne courut pas. Elle sortit de l'hôtel Pierre avec la grâce calme et mesurée d'une femme qui venait de terminer une réunion très ennuyeuse. Au moment où les lourdes portes de la salle de bal se refermèrent derrière Audrey, l'atmosphère de la pièce se brisa. Declan essaya de forcer un rire, levant son verre de champagne vers la foule. « Eh bien, ça s'est passé plus facilement que prévu. Mettons un peu de musique. » Mais personne n'acclama. Personne ne leva son verre en retour. La haute société était impitoyable, et bien que beaucoup d'entre eux aient des liaisons, la cruauté pure et simple de l'acte de Declan violait les règles tacites de leur monde. On gère ces choses à huis clos, avec des accords de confidentialité en béton, pas sur une scène devant ses principaux investisseurs. Evelyn Rothschild posa immédiatement son verre sur un plateau qui passait, lança à Declan un regard de pur dégoût et tapa sur le bras de son mari. « Nous partons maintenant. » En 10 minutes, l'exode commença. Plusieurs investisseurs importants se faufilèrent discrètement par les portes latérales. Declan, essayant de rester cool, concentra toute son attention sur Madison, qui buvait joyeusement du champagne et posait pour des selfies dans sa robe rouge, totalement inconsciente du navire en train de couler autour d'eux. Puis Jason Weaver s'approcha. Le directeur financier avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. « Declan, nous devons parler tout de suite. » Jason siffla, saisissant le bras de son patron et l'entraînant vers une alcôve isolée près des portes de la cuisine. « Quel est ton problème, Jason? » lança Declan, redressant sa veste de costume. « Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Elle est partie. C'est fait. D'ici lundi, les avocats lui auront fait signer. »« Tu es fou? » La voix de Jason se brisa. « Pour obtenir le divorce. As-tu regardé ton téléphone? Vanguard Holdings vient de se retirer du financement de série C. » Declan se figea. « Quoi? C'est impossible. Nous avons signé la feuille de conditions hier. Le capital est bloqué. »« Non, il ne l'est pas, » dit Jason sortant sa tablette, les mains tremblantes. Le transfert final n'était pas prévu avant mardi. Le conseiller principal de Vanguard vient de m'envoyer un email il y a 3 minutes. Ils invoquent la clause de moralité, citant un comportement de direction erratique et très instable. Ils nous laissent tomber, Declan. Les 50 millions de dollars sont partis. Declan déglutit difficilement, une sueur froide perlant à l'arrière de son cou. Bien, bien, bien. Alors, nous perdons Vanguard. Nous avons toujours le soutien du groupe Apex. Nous comblerons le manque. C'est l'autre chose, dit Jason, les yeux écarquillés d'une terreur que Declan n'avait jamais vue auparavant. J'ai essayé de me connecter au portail Apex pour vérifier nos réserves. Notre accès est révoqué. J'ai appelé le banquier de nuit. Il a dit que nos principaux comptes d'exploitation ont été gelés en attente d'un examen de conformité complet. Examen de conformité de qui? Exigea Declan, sa voix montant dans la panique.
Jason déglutit difficilement. De l'actionnaire majoritaire du groupe Apex, le président. L'esprit de Declan s'emballa. Il n'avait jamais rencontré le président insaisissable du groupe Apex, le conglomérat massif qui tenait les cordons de la bourse pour presque toutes les grandes entreprises de la ville. Le président opérait entièrement par procuration et par des cabinets d'avocats hors de prix. C'était un secret de polichinelle à Wall Street que quiconque dirigeait Apex préférait l'anonymat absolu. « Appelle mes avocats au téléphone maintenant », aboya Declan, la panique s'installant enfin. Il abandonna Madison dans la salle de bal et se précipita au vestiaire. Le trajet de retour à son penthouse fut d'une tension suffocante. Madison était assise sur le siège passager de l'Aston Martin, boudant parce que la fête s'était terminée tôt, tandis que Declan composait furieusement numéro après numéro. Son avocat principal ne répondait pas. Son banquier privé ne répondait pas. Quand ils arrivèrent enfin au penthouse de Tribeca, Declan ignora l'ascenseur et prit l'ascenseur privé. Il fit éruption par les portes d'entrée, s'attendant à trouver Audrey en train de faire ses valises, pleurant dans ses poules. Il était prêt à lui crier dessus, prêt à la blâmer pour la malchance soudaine qui avait frappé son entreprise. Mais le penthouse était complètement vide. Les placards de la chambre principale étaient intacts. Les vêtements d'Audrey y étaient toujours suspendus. Ses livres étaient toujours sur la table de chevet. La seule chose qui manquait était la femme silencieuse et discrète elle-même. Sur l'îlot de la cuisine, posé parfaitement au centre du comptoir en marbre, se trouvait l'enveloppe Kraft que Declan lui avait remise au gala. Il s'en approcha, le cœur battant dans sa poitrine. À côté de l'enveloppe se trouvait une petite boîte noire, élégante. Declan prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'alliance en or simple d'Audrey, et sous la bague, une seule carte de visite impeccable qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était épaisse, noir mat avec un élégant gaufrage argenté. On pouvait y lire « Audrey H. Smith, présidente et actionnaire majoritaire ». Le groupe Apex, les genoux de Declan ont fléchi. Il s'agrippa au bord de l'îlot en marbre pour ne pas s'effondrer. L'air fut violemment aspiré de ses poumons. Audrey n'était pas juste une fille tranquille de Brooklyn. Le H ne signifiait rien de banal. Il signifiait Holland. Elle était une Holland. Et le groupe Apex, le conglomérat massif et sans visage qui possédait essentiellement Hayes Capital, finançait tout le style de vie de Declan et détenait les clés de son empire, appartenait à sa femme. La femme qu'il venait d'humilier devant toute la ville. La femme qu'il venait d'essayer de soudoyer avec des miettes. Son téléphone vibra sur le comptoir. C'était un email de son banquier privé. Objet, avis d'expulsion immédiate, propriété de l'entreprise. Declan fixa l'écran tandis que les mots se brouillaient. Le penthouse de Tribeca, l'Aston Martin, le capital d'exploitation de l'entreprise. Ce n'était pas à lui. Ça ne l'avait jamais été. Tout était loué par des filiales d'Apex. Audrey n'avait pas seulement été sa femme silencieuse et solidaire. Elle avait été son propriétaire, sa banque et sa patronne. Et Declan venait de se renvoyer publiquement. Les 48 heures qui suivirent le gala d'anniversaire désastreux furent une masterclass brutale et méthodique en démantèlement d'entreprise. Declan Hayes n'a pas seulement perdu son entreprise. Il a été chirurgicalement, presque scientifiquement, effacé du monde de l'élite qu'il pensait avoir conquis. L'illusion de sa suprématie fut dépouillée, couche par couche, exposant la réalité terrifiante qu'il n'avait jamais été l'homme aux commandes. Le dimanche matin se leva sur Manhattan avec une lumière du soleil dure et aveuglante qui n'offrait aucun réconfort. Declan était assis sur le canapé en cuir italien importé du penthouse de Tribeca. Les vues panoramiques sur la ville de New York ressemblaient moins à un royaume qu'aux murs transparents d'une cage de verre. Il portait toujours le pantalon et la chemise froissée de son costume Tom Ford sur mesure. Le tissu empestait le champagne millésimé et vanté et la sueur aigre de la pure panique. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis qu'il avait fui l'hôtel Pierre. Les notifications étaient une cascade incessante de catastrophes imminentes. Il y avait 34 appels manqués de Jason Weaver, son directeur financier. Il y avait des emails frénétiques et furieux des associés commanditaires qui étaient au gala. Mais les communications les plus terrifiantes venaient de la division de gestion de patrimoine de JP Morgan. Des alertes automatisées s'empilaient sur son écran de verrouillage. Appel de marge émis, accès au compte restreint, virement bancaire refusé. Il avait essayé de se connecter à ses comptes offshore aux îles Caïmans.
ceux où il avait discrètement siphonné des bonus opérationnels pour financer son style de vie somptueux avec Madison, pour ne trouver que les portails verrouillés, affichant un message d'erreur glaçant. Compte gelé en attente d'un examen de conformité. Vers midi, la lourde porte en acajou de la suite principale grinça. Madison émergea, enveloppée dans l'une des chemises en coton égyptien surdimensionné de Declan, ses cheveux en un halo blond décoloré et désordonné. Elle se frotta les yeux, totalement inconsciente de l'apocalypse financière qui se déroulait dans le salon. Elle regarda la scène chaotique, des dossiers jetés sur la table basse en verre. Declan se tenant la tête dans les mains, une bouteille à moitié vide de Macallan de 25 ans posée sur le sol. Declan, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? A gémi Madison, sa voix aiguë perçant le silence lourd et suffocant du penthouse. Elle se dirigea vers l'îlot de la cuisine et se versa un verre d'eau pétillante. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Les discussions de groupe sont folles. Les gens disent que tu es ruiné. Dis-moi que c'est juste une rumeur vicieuse qu'Evelyn Rothschild est lancée parce qu'elle est jalouse de ma robe. Declan leva lentement la tête. Ses yeux étaient injectés de sang, la peau en dessous meurtrie par l'épuisement. Il la regarda vraiment, et pour la première fois, il ne vit pas un trophée glamour. Il vit un énorme passif criant. « Fais tes valises, Madison, murmura-t-il, sa voix rauque, craquant comme du bois sec. Madison s'arrêta, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Un petit sourire excité se dessina au coin de sa bouche. « Quoi? On va dans les Hamptons? Ou attends, on va à Saint-Barth plus tôt? Je pensais que tu avais dit qu'on devait rester en ville pour les réunions du conseil de Vanguard lundi. » Non, lança Declan, l'absurdité pure de son ignorance allumant une soudaine et vicieuse flambée de colère dans sa poitrine. Il se leva en titubant, se balançant légèrement. « Fais tes valises parce qu'on est expulsé. Le penthouse, l'Aston Martin en bas, les comptes d'exploitation de l'entreprise, le trust des Cayman. Rien de tout ça ne m'appartient. Ça appartient au groupe Apex et le groupe Apex appartient à Audrey. » Madison le dévisagea, ses lèvres parfaitement glossées s'entr'ouvrant dans une confusion pure et totale. « Ta femme, celle qui porte ses horribles cardigans trop grands et qui parle de tomates anciennes. Ne sois pas ridicule, Declan. C'est une personne insignifiante d'un appartement sans ascenseur à Brooklyn. Tu m'as dit qu'elle était pratiquement un cos de charité quand tu l'as rencontrée. »« C'est une Hollande, râla Declan, le nom ayant un goût de cendre et de bile dans sa bouche. Madison cligna des yeux. Même dans son orbite obscure, le nom portait un poids indéniable. Holland, comme la fondation Holland, comme les gens qui ont une aile à leur nom au Met. Son grand-père était William Holland, continua Declan, arpentant la longueur de la pièce. Sa respiration était superficielle et erratique. Ils ont pratiquement construit le capital investissement moderne dans cette ville. Elle ne m'a pas épousé pour mon argent, Madison. Je l'ai épousée pour le sien. Je ne le savais juste pas. Elle a tout financé par des sociétés écrans. Elle possédait de la dette. Elle possédait les beaux. Elle me possédait. Avant que Madison ne puisse pleinement traiter le coup dévastateur porté à son style de vie de milliardaire nouvellement acquis, les lourdes portes doubles du penthouse s'ouvrirent. Elles ne furent pas forcées, mais déverrouillées avec une carte-clé maîtresse. Entrèrent 3 hommes en costume sombre, identiques et impeccables. Ils possédaient le comportement froid et mécanique des liquidateurs d'entreprise. Derrière eux, l'air pâle, profondément mal à l'aise et refusant de croiser les regards, se tenait Bennett Sullivan, l'avocat personnel de Declan et son plus proche confident. « Bennett !» Declan se précipita en avant, une brève lueur d'espoir désespéré illuminant sa poitrine. « Dieu merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas les laisser entrer ici. Nous devons déposer une injonction d'urgence. Appelle un juge pour bloquer le gel des avoirs. »« Declan, assieds-toi, » dit Bennett calmement. Il ne s'est pas avancé vers son prétendu client. Il se tenait fermement avec les hommes en costume sombre. « Je ne suis plus ici en tant que ton avocat. » Declan se figea, le sang se retirant de son visage. « De quoi tu parles? Je paye tes honoraires. Tu es le conseiller juridique général de Hayes Capital. »« En fait, Declan, le groupe Apex paye mes honoraires, » corrigea Bennett doucement, son ton devenant professionnel et glacial.
J'ai été placé chez Hayes Capital il y a 5 ans pour superviser l'investissement principal de la famille Holland. Et depuis 8 heures ce matin, le conseil d'administration par procuration de Hayes Capital s'est réuni en session d'urgence. Ils ne peuvent pas me virer. Je suis le fondateur. Mon nom est sur le fichu bâtiment. Tu étais la façade, corrigea Bennett, sortant une épaisse pile de documents juridiques de sa mallette en cuir. Apex était le capital. Le conseil a voté à l'unanimité pour mettre fin à ton emploi avec effet immédiat. Les motifs sont la négligence grave, la violation massive de l'obligation fiduciaire et une violation directe de la clause de moralité intégrée dans ton contrat de fondation original. Clause de moralité, cria presque Declan. Depuis quand Wall Street se soucie d'un divorce? Il ne se soucie pas du divorce, répondit Bennett, totalement imperturbable. Il se soucie du spectacle public. Il se soucie que tu aies humilié l'actionnaire principal devant Vanguard Holdings, provoquant l'effondrement d'un accord de 50 millions de dollars. Tu es devenu un actif toxique, Declan. Je suis ici pour exécuter la remise immédiate de tous les biens de l'entreprise. Les clés de l'Aston Martin, les badges de sécurité, ton téléphone fourni par l'entreprise, les ordinateurs portables et l'acte de cette propriété louée. Tu as 2 heures pour quitter les lieux. Madison, comprenant enfin la gravité terrifiante de la situation, porta instinctivement la main à sa clavicule. Elle cherchait le poids réconfortant du stupéfiant collier de diamants que Declan lui avait offert. Un des liquidateurs, un grand homme à la coupe en brosse sévère, remarqua le mouvement. Il s'avança, sortant une boîte à bijoux en velours noir de la poche de son manteau. Mademoiselle Kensington, cette pièce a été achetée il y a 2 semaines en utilisant un fonds discrétionnaire de l'entreprise lié à Hayes Capital. Elle est légalement classée comme un bien de l'entreprise. J'aurais besoin que vous la récupériez et la remettiez. Non, hurla Madison, reculant vers la cuisine. C'était un cadeau d'anniversaire personnel de Declan. C'est une preuve de détournement de fonds d'entreprise, répondit Bennett sans sourciller, ses yeux se fixant sur les siens. Enlevez-le, mademoiselle Kensington, et remettez-le, ou nous ferons en sorte que les autorités vous escortent hors de ce bâtiment menotté pour possession de biens d'entreprise volés. Tremblante, des larmes de pure humiliation coulant sur son visage, ruinant son maquillage restant, Madison courut dans la chambre. Elle en ressortit un instant plus tard avec le collier, le jetant pratiquement dans la boîte noire. Elle ne regarda pas Declan. La façade de leur grande romance s'était évaporée en quelques secondes, remplacée par la laide réalité de l'autopréservation. Elle se retourna et commença à jeter ses vêtements de créateur dans ses valises Louis Vuitton, avec une énergie frénétique et paniquée. Elle ne faisait plus ses valises pour une escapade romantique. Elle fuyait un navire en perdition. Declan retomba sur le canapé, complètement vaincu. Sa poitrine se souleva tandis qu'il regardait les liquidateurs commencer à étiqueter les meubles, à mettre ses ordinateurs portables dans des sacs et à mettre fin à sa vie. En moins de 24 heures, Audrey l'avait dépouillé de son entreprise, de sa réputation, de son immense richesse et de sa dignité. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'elle n'avait d'enfreint aucune loi pour le faire. Elle avait simplement cessé de prétendre qu'il était le roi. Le mercredi, le quartier financier bourdonnait du massacre d'entreprise le plus sensationnel de la décennie. L'effondrement soudain et catastrophique de Hayes Capital n'était pas seulement un échec commercial. C'était une exécution publique. Le Wall Street Journal publia un article en première page détaillant comment le fondateur vedette avait été évincé du jour au lendemain par un conglomérat de l'ombre. La chaîne Bloomberg diffusa des reportages analysant le piège juridique sans précédent qui lui avait été tendu. Les réseaux sociaux, totalement dépourvus de pitié, furent inondés de vidéos tremblantes de smartphones, filmées lors du gala d'anniversaire, transformant le discours arrogant et venteur de Declan en un même viral synonyme d'orgueil démesuré et catastrophique. Declan avait déménagé dans un hôtel d'entreprise exigu et miteux près de l'aéroport de LaGuardia. La chambre sentait légèrement le nettoyant pour moquette industrielle et la vieille fumée de cigarettes. Ses cartes de crédit platine étaient refusées aux distributeurs automatiques du hall et ses comptes bancaires personnels, qu'il avait arrogamment vidés pour financer des vacances offshore somptueuses et des cadeaux coûteux pour Madison, étaient fonctionnellement vides. Désespéré, totalement acculé et à court d'options,
Declan réalisa qu'il n'y avait qu'une seule personne sur Terre qui pouvait arrêter l'hémorragie. Il devait affronter l'architecte de sa destruction. Il devait supplier. Il prit un taxi jaune, une humiliation par rapport à son service de voiture privée habituel, jusqu'au monolithe de verre et d'acier de Park Avenue qui abritait le siège du groupe Apex. Il était passé devant ce bâtiment une centaine de fois au cours de sa carrière, le regardant toujours avec un mélange d'admiration et d'envie brûlante, ignorant complètement que sa femme discrète possédait le tout dernier étage. Lorsqu'il s'approcha de l'immense réception minimaliste en marbre, il se prépara à être jeté dehors par la sécurité. Mais les gardes ne s'y hirent pas. Ils ne lui demandèrent pas sa carte d'identité. Ils l'attendaient. « Monsieur Hayes, la présidente va vous recevoir maintenant », dit la réceptionniste doucement, indiquant un ascenseur privé ultra rapide qui contournait les étages inférieurs et montait directement au 80e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un carillon, révélant un chef-d'œuvre tentaculaire de pouvoir corporatif. Le bureau de la présidente était dépourvu des étalages tape à l'œil et ostentatoires de richesse que Declan favorisait habituellement. Il n'y avait pas de peinture pop art, pas d'accessoires de bureau plaqués or. C'était un espace d'autorité silencieuse et terrifiante. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue vertigineuse à 360 degrés sur la ligne d'horizon de Manhattan, donnant à la ville l'air d'un modèle réduit attendant d'être réarrangé. Assise derrière un immense bureau taillé dans une seule plaque de noyer noir se trouvait Audrey. Declan s'arrêta net. Il reconnut à peine la femme assise devant lui. Les poules tricotées informes et les pinces à cheveux désordonnés avaient disparu. À leur place se trouvait une femme rayonnant d'un pouvoir absolu et létal. Elle portait un costume à fines rayures anthracite impeccablement taillé. Ses cheveux sombres étaient lissés et droits, encadrant un visage net, composé et illisible. Sa posture était rigide, commandant l'immense espace autour d'elle sans effort. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire financière mondiale. « Asseyez-vous, Declan, » dit Audrey. Elle ne leva pas les yeux de la fine tablette qu'elle parcourait. Sa voix était complètement dépourvue de toute émotion. Il n'y avait pas de chagrin d'amour persistant, pas de colère amère, pas de jubilation vengeresse, juste les affaires. Declan s'avança lentement, ses jambes lui semblant de plomb, et s'enfonça dans le fauteuil en cuir bas en face d'elle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que peut-on bien dire à la femme que l'on a publiquement humiliée, qui s'est avérée être le marionnettiste de toute votre existence? Pourquoi? Finit par étouffer Declan, sa voix se brisant, trahissant son état de choc. Si tu avais tout ça, si tu étais une Holland, pourquoi vivais-tu dans ce minuscule appartement glacial sans ascenseur à Brooklyn? Pourquoi m'as-tu laissé penser que tu étais juste normal? Pourquoi m'as-tu laissé payer le dîner lors de notre première rencontre? Audrey tapa enfin sur l'écran de sa tablette, la verrouillant et la posa. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres terrifiants de calme et de fermeté. Parce que mon grand-père William m'a appris une leçon très précieuse avant de mourir, dit doucement Audrey, sa voix résonnant légèrement dans l'immense pièce. Il m'a dit que l'immense richesse n'est rien d'autre qu'une loupe. Elle ne change pas fondamentalement qui est une personne. Elle ne fait qu'amplifier sa vraie nature. Si vous donnez du pouvoir à un homme bon et solide, il construit une communauté. Il élève les gens. Si vous donnez du pouvoir à un homme égoïste et peu sûr de lui, il construit un monument à son propre ego et il écrase quiconque se trouve dans son ombre. Elle se pencha en avant, croisant ses mains manucurées avec précision sur le bureau en noyer noir. Quand je t'ai rencontré dans ce café, Declan, tu étais désespéré. Tu avais des idées brillantes, oui, mais tu étais noyé sous les dettes et le rejet. Je ne voulais pas d'un mari qui aimait l'argent de ma famille ou mes relations. Je voulais un vrai partenaire. Je voulais voir qui tu étais quand tu n'avais rien, et plus important encore, qui tu deviendrais quand tu aurais tout. Et pendant un certain temps, au début, tu as été merveilleux. Tu étais humble. Declan déglutit difficilement, une boule douloureuse se formant dans sa gorge. Des larmes piquaient le coin de ses yeux. « Je t'aimais, Audrey. Je le jure devant Dieu. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. »« Non, Declan. Tu aimais ce que je faisais pour toi, » corrigea Audrey, son ton complètement stable, dépourvu de sympathie. « Tu aimais que j'organise ton chaos. Tu aimais que je sois une oreille attentive.
Mais ensuite, je t'ai donné la loupe. J'ai discrètement structuré le soutien financier pour Hayes Capital par le biais de nos mandataires Apex. Je me suis assuré que chaque porte à laquelle tu frappais s'ouvrait miraculeusement. Je t'ai donné le monde pour voir ce que tu en ferais. Elle offrit un petit sourire froid qui n'atteignit pas ses yeux. Et tu as échoué au test de manière spectaculaire. Au moment où tu as pensé que tu étais intouchable, tu es devenu incroyablement cruel. Tu as commencé la liaison avec Madison. Tu l'as exhibé dans les propriétés que je louais pour toi. Tu as dépensé l'argent que je déposais sur tes comptes pour lui acheter des diamants. Tu as traité les gens en dessous de toi comme de la saleté. J'ai fait une erreur, plaida Declan, se penchant en avant, agrippant le bord de son bureau, des larmes coulant enfin sur ses joues. J'ai été stupide. Le stress de l'entreprise, les attentes des associés, ça m'a fait perdre la tête. Je me suis perdu. Je suis désolé, Audrey. S'il te plaît, tu as fait passer ton message. Tu m'as ruiné. Tu as pris mon entreprise, ma réputation. Laisse-moi juste quelque chose. Laisse-moi garder mes parts minoritaires dans les fonds subsidiaires. Dégèle le compte au Caïman. Je n'ai absolument rien. Audrey se pencha en arrière dans son fauteuil, observant sa crise avec la curiosité clinique et détachée d'un scientifique regardant un insecte se débattre dans un bocal. « Tu ne comprends toujours pas, Declan. Ce n'est pas une vengeance, dit-elle, sa voix d'un ton glacialement factuel. La vengeance est une réponse émotionnelle. Ceci est simplement une restructuration d'entreprise. Tu es devenu un passif massif pour les investissements de ma famille. La cascade puérile au gala a prouvé que tu manques du jugement de base et de la régulation émotionnelle nécessaire pour gérer les actifs Hollande. Je ne fais que couper le poids mort de mon bilan. » Elle tendit la main et appuya sur un bouton argenté sur la console de son bureau. Une seconde plus tard, les lourdes portes du bureau s'ouvrirent derrière Declan. Deux gardes de sécurité massifs entrèrent dans la pièce. « Notre divorce sera finalisé par un juge privé vendredi, » continua Audrey, reprenant sa tablette, ignorant complètement sa présence. « Tu as signé un contrat de mariage en béton il y a 5 ans sur la base de nos actifs d'origine. Ce sur quoi tu as insisté avec enthousiasme pour protéger tes futurs revenus de start-up. Comme tu t'en souviendras, ce document te laisse exactement avec ce que tu avais en entrant dans ce mariage, c'est-à-dire rien. La sécurité va te raccompagner à la rue. » Declan resta paralysé dans le fauteuil. Il voulait crier. Il voulait retourner le lourd bureau. Il voulait la forcer à ressentir l'agonie qu'il éprouvait. Mais en regardant dans les yeux d'Audrey une dernière fois, il réalisa quelque chose de profond et d'absolument terrifiant. Elle n'était pas blessée. Elle n'avait pas le cœur brisé par sa liaison avec Madison. Il ne lui avait pas du tout brisé le cœur. Il l'avait simplement agacée. Et les milliardaires ne tolèrent pas d'être agacés. Alors que les gardes de sécurité posaient fermement leurs mains sur ses épaules et le soulevaient de la chaise, Declan Hayes réalisa qu'il avait passé 5 ans à jouer aux dames avec un grand maître. Et d'un seul coup rapide et silencieux, il venait d'être entièrement balayé de l'échiquier, destiné à être oublié par le monde même qu'il pensait diriger. La sensation physique d'être escorté hors du siège du groupe Apex était quelque chose que Declan Hayes rejouerait dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Les deux gardes de sécurité massifs ne l'ont pas poussé ni brutalisé. Ils l'ont simplement guidé par les coudes avec la force ferme et inébranlable d'un train de marchandises. Ils l'ont traversé le vaste hall d'entrée immaculé en marbre du rez-de-chaussée, juste devant la réception et à travers les lourdes portes tournantes en verre. Quand Declan trébucha sur le trottoir bondé de Park Avenue, le vent mordant de l'automne le frappa comme un coup physique. Il resta là pendant un long moment, regardant les voitures de ville noires et élégantes et les taxis jaunes défiler. Personne ne le regardait. Dans une ville de 8 millions d'habitants, il venait de devenir entièrement invisible. Sans ses cartes platines fournies par l'entreprise, il n'avait même pas assez d'argent liquide pour élire un taxi jusqu'au Queens. Pour la première fois en plus de 6 ans, Declan descendit dans les profondeurs étouffantes et humides de la station de métro. Il se tenait épaule contre épaule avec des navetteurs fatigués, le crissement des roues du train ressemblant à un rire moqueur résonnant sur les murs carrelés. Il portait un costume à 4 000 $, mais il se sentait entièrement nu. Le trajet de retour vers l'hôtel Bon Marché de l'aéroport fut une lente agonie à travers ses propres échecs. Mais Declan s'accrochait à une lueur d'espoir désespérée et pathétique. Madison.
Il se disait qu'au moins il l'avait, elle. Ils devraient recommencer à zéro. Oui, ils devraient réduire leur train de vie, mais elle l'aimait. Elle lui avait dit 1000 fois à quel point il était brillant, qu'ils étaient un couple de pouvoir destiné à conquérir le monde. Il ouvrit la porte de la chambre 312. L'odeur persistante de fumée de cigarettes éventées et de nettoyant au citron industriel bon marché le frappa immédiatement. La pièce était dans un état de transition chaotique. Les valises de créateurs massives et aux marques ostentatoires étaient fermées et empilées près de la porte. Madison se tenait devant le miroir rayé au-dessus de la commode, appliquant soigneusement une couche de glace nude. Elle portait un trench coat beige chic et une paire de lunettes de soleil surdimensionnées de chez Saint-Laurent relevées dans ses cheveux blonds décolorés. Elle n'avait pas l'air d'une femme se préparant à soutenir son homme dans ses heures les plus sombres. Elle avait l'air d'une femme attendant un Uber Black. Madison, croassa Declan, sa voix rauque d'avoir pleuré dans le bureau d'Audrey. Qu'est-ce que tu fais? Où vont les valises? Madison fit claquer ses lèvres, referma le glace et le laissa tomber dans son sac Birkin. Elle se tourna enfin pour le regarder, et l'expression sur son visage était d'un ennui profond et terrifiant. Il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait pas de colère. C'était juste le calcul froid d'un parasite réalisant que son hôte était mort. « Je pars, Declan, » dit-elle, sa voix complètement plate. « Le directeur de l'hôtel l'a appelé il y a 1 heure. La carte que tu as laissée pour les frais annexes a été refusée. Ils veulent qu'on parte avant 6 heures. Je ne vais pas me faire jeter sur le trottoir par un flic de location. » La panique saisit la poitrine de Declan. Il s'avança, tendant la main vers elle. M'a dit, attends, dis juste, c'est un revers temporaire. On doit juste trouver notre prochain coup. J'ai toujours mes contacts. Je connais tous les grandes capitales risqueurs de la Silicon Valley. On prendra l'avion pour la Californie. On lancera un nouveau fonds. Madison laissa échapper un rire aigu et sincère. C'était le son le plus laid que Declan ait jamais entendu. Lancer un nouveau fonds avec quoi, Declan? Avec les 20 $ dans ton portefeuille? Elle secoua la tête, le regardant comme s'il était un enfant particulièrement lent. J'ai été au téléphone toute la matinée. Les discussions de groupe sont mortelles en ce moment. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Vanguard t'a laissé tomber à cause de moi, et puis ta femme, sur qui tu m'as complètement menti d'ailleurs, a mis fin à toute ta fausse vie. Tu n'as pas de contact, Declan. Tu es une peste ambulante. Personne à Wall Street ne va prendre tes appels. Ils ont peur de contrarier le groupe Apex. J'ai fait ça pour nous, cria Declan, son désespoir se transformant en rage. J'ai fait exploser mon mariage pour pouvoir être avec toi. Tu as fait exploser ton mariage parce que ton ego a la taille de Manhattan et que tu pensais être invincible, rétorqua Madison, un doigt parfaitement manucuré pointé en l'air. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Tu m'as dit que tu étais un bâtisseur d'empire. Tu m'as dit que tu possédais ce penthouse. Tu m'as dit que l'Aston Martin était à toi. Tu jouais à t'habiller avec l'argent d'une milliardaire et tu ne le savais même pas. Elle attrapa la poignée de sa plus grande valise et la tira vers la porte. J'ai 24 ans, Declan. J'ai toute une vie devant moi, dit-elle, sans prendre la peine de se retourner. Je n'ai pas signé pour vivre dans un Holiday Inn infesté de cafards près de LaGuardia. Le mari d'Evelyn Rothschild m'a arrangé un rendez-vous avec un associé junior d'un fonds spéculatif à Miami. Il m'envoie une voiture en ce moment même. Tu me quittes pour un type que tu ne connais même pas, souffla Declan, complètement brisé. Après tout ce que je t'ai donné. Tu ne m'as rien donné, dit doucement Madison, la main sur la poignée de la porte. C'est Audrey qui l'a fait. Tu n'étais que le livreur. Sur ce, elle ouvrit la porte et sortit. Les roues de ses bagages coûteux cliquetant rythmiquement sur la moquette bon marché du couloir. La porte se referma derrière elle, plongeant la pièce dans le silence. Declan s'effondra sur le bord du matelas affaissé et défait. Il enfouit son visage dans ses mains, laissant échapper un cri rauque et guttural de désespoir absolu qui fut étouffé par la couette en polyester bon marché. La descente dans l'obscurité absolue fut remarquablement et violemment rapide. La haute société a une mémoire très courte pour les échecs, et le secteur financier est totalement impitoyable envers ceux qui se font massacrer publiquement. Dans les semaines qui suivirent, Declan tenta de se battre. Il utilisa jusqu'à la limite sa seule carte de crédit personnelle restante, une carte avec une limite douloureusement basse, pour engager un avocat de second ordre, espérant poursuivre Hayes Capital pour licenciement abusif.
L'avocat jeta un coup d'œil au document, vit le papier A en tête du groupe Apex et fit glisser les honoraires sur le bureau. Monsieur Hayes, ils ont une clause de moralité que vous avez violée en vidéo devant 200 témoins. Ils ont une comptabilité judiciaire prouvant que vous avez utilisé des fonds de l'entreprise pour acheter des bijoux à votre maîtresse. Si vous essayez de les poursuivre, ils ne gagneront pas seulement. Ils vous enseveliront sous les contre-poursuites jusqu'à ce que vous leur deviez de l'argent pour le reste de votre vie. Partez. Il essaya de trouver du travail. Il postula pour des postes de direction, puis de cadre intermédiaire, puis de simple analyste, mais son nom était toxique. La liste noire d'Apex n'était pas un document officiel. C'était une règle tacite. Audrey Holland n'avait pas besoin d'appeler qui que ce soit pour le ruiner. La simple gravité de sa richesse et de son influence faisait le travail pour elle. Personne ne voulait embaucher l'homme qui avait publiquement humilié l'héritière de la fortune Holland. Il était radioactif. 18 mois plus tard, la pluie tombait en rafale, battant les portes vitrées de la petite et déprimante banque de détail de banlieue à Hackensack, dans le New Jersey. À l'intérieur, les néons bourdonnaient avec un bourdonnement qui donnait mal à la tête. Declan Hayes était assis dans un box près du fond, portant un costume gris prêt-à-porter légèrement usé qui ne lui allait plus tout à fait. Il avait perdu du poids, et le charisme agressif et aveuglant qui poussait autrefois les investisseurs à lui jeter leurs chéquiers s'était complètement évaporé. Ses cheveux s'amincissaient et des rides de stress profondes et permanentes marquaient les coins de sa bouche. Il était directeur adjoint de l'agence. Ses tâches quotidiennes consistaient à approuver des prêts automobiles pour petites entreprises, à neutraliser les disputes entre les clients en colère et les caissiers au sujet des frais de découvert, et à s'assurer que les distributeurs automatiques étaient réapprovisionnés avant 16 heures. Il conduisait une Honda Accord de 2011 rouillée. Il vivait dans un appartement d'une chambre, exigu et beige, situé juste au-dessus d'un pressing bruyant ouvert 24 heures sur 24. Ses dîners se composaient généralement de tout ce qu'il pouvait réchauffer au micro-ondes en moins de 3 minutes. C'était un mardi après-midi et la banque était entièrement vide. Declan était assis à son bureau, fixant d'un air absent une feuille de calcul détaillant les piètres résultats trimestriels de l'agence en matière d'ouverture de compte courant. Pour passer le temps, il tendit la main et toucha la souris, réveillant le deuxième moniteur sur son bureau. Il ouvrit un nouvel onglet et navigua vers une grande chaîne d'informations financières. Il se disait qu'il se tenait juste au courant du marché, une habitude persistante de sa vie passée. Mais en réalité, il prenait de ses nouvelles. Il n'eut pas à chercher bien loin. Elle faisait la une de la première page. La Titan de l'ombre sort de l'ombre. Audrey Holland engage 5 milliards de dollars dans une initiative mondiale pour l'énergie verte. La main de Declan trembla légèrement alors qu'il cliquait sur la vidéo intégrée à l'article. L'écran se mit en mémoire tampon pendant une seconde avant de révéler une diffusion en direct du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. La caméra balaya un auditorium bondé de dirigeants mondiaux, de milliardaires de la tech et de chefs d'État. Assise sur la scène principale, occupant la chaise centrale réservée à l'orateur principal, se trouvait Audrey. Elle était magnifique. Elle portait un blazer blanc immaculé, impeccablement taillé, qui la faisait ressortir sur le fond sombre et imposant de la scène. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une élégance naturelle. Elle n'était pas la fille discrète et simple lisant des biographies historiques dans un appartement sans ascenseur à Brooklyn. Elle n'était pas l'épouse soumise servant du pinot noir en arrière-plan de ses dîners. Elle était une reine présidence à cour. L'intervieweur, un journaliste financier célèbre pour son agressivité, se pencha en avant. Audrey, la famille Holland a historiquement opéré dans l'ombre. Pendant des décennies, votre grand-père a préféré utiliser des sociétés écrans et des mandataires. Qu'est-ce qui a motivé votre prise de contrôle soudaine et très publique du groupe Apex et de ses filiales au cours de la dernière année? Audrey offrit un sourire serein et incroyablement composé. C'était exactement le même sourire qu'elle avait donné à Declan la nuit où elle lui avait rendu les papiers du divorce. Le paysage de la finance mondiale est en train de changer. La voix d'Audrey sortit des haut-parleurs bon marché de l'ordinateur de Declan, nette et autoritaire. Pendant longtemps, j'ai cru que si l'on finançait les bonnes personnes, si on leur donnait les ressources et la plateforme, elles construiraient l'avenir pour vous. Mais j'ai appris une leçon très dure et très personnelle récemment. L'auditorium était silencieux.
Chaque milliardaire dans la salle était suspendu à ses lèvres. Dans son box du New Jersey, Declan arrêta de respirer. J'ai appris que s'appuyer sur des mandataires mène souvent à un manque de vision, continua Audrey, ses yeux se fixant sur l'objectif de la caméra. Quand vous confiez une quantité massive de pouvoir à quelqu'un qui manque de la maturité émotionnelle et de la force morale pour le manier, il ne construit pas une entreprise. Il construit un monument à son propre ego, et finalement cet ego s'effondre sous son propre poids, mettant en péril le capital. L'intervieweur hocha la tête avec enthousiasme. Vous faites référence à la restructuration très médiatisée de Hayes Capital l'année dernière. Je fais référence à une correction de cap nécessaire, dit Audrey doucement, complètement imperturbable. Quand un actif devient toxique, quand la direction se révèle être motivée par la vanité plutôt que par la valeur, on n'essaie pas de le réparer. On liquide le passif. On met l'entreprise à douane et on la reconstruit soi-même. J'ai réalisé que si je voulais que le groupe Apex façonne le siècle prochain, je ne pouvais plus me permettre de me cacher derrière des hommes peu sûrs d'eux. Je devais prendre le volant. La foule dans l'auditorium éclata en applaudissements tonitruants et sincères. Declan tendit lentement la main et appuya sur le bouton de sourdine de son clavier. Les applaudissements disparurent, ne laissant que le bourdonnement déprimant des néons de la banque et le son de la pluie du New Jersey frappant la fenêtre. Il fixa l'écran muet, regardant Audrey serrer la main du premier ministre. La partie la plus dévastatrice de sa nouvelle réalité n'était pas le manque d'argent. Ce n'étaient pas les costumes bon marché, l'appartement terrible ou la voiture rouillée. La véritable punition, l'enfer auquel il se réveillait chaque jour, était la réalisation limpide de sa propre médiocrité absolue. Audrey n'avait pas seulement pris son entreprise, elle avait pris l'illusion qu'il avait de lui-même. Pendant 5 ans, il avait cru être un génie autodidacte, un titan de l'industrie qui avait dépassé sa femme ennuyeuse et solidaire. Mais la vérité, c'est qu'elle était le titan. Elle avait construit l'échafaudage, coulé le béton, et lui avait tranquillement remis les clés du royaume. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de ne pas être cruel. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de la traiter avec une décence humaine de base. Mais son arrogance l'avait aveuglé. Il avait échangé une milliardaire incroyablement intelligente et discrètement puissante qui l'aimait sincèrement contre une jeune femme superficielle de 24 ans qui l'a quittée à la seconde où sa carte de crédit a été refusée. Declan ferma l'onglet du navigateur. Il retourna à sa feuille de calcul des ouvertures de compte courant. Il prit son stylo en plastique bon marché et, alors qu'une seule larme amère roulait sur sa joue et s'écrasait sur le bureau beige, il accepta enfin son sort. Il était exactement là où il devait être. L'histoire de Declan est un rappel brutal et inoubliable d'une vérité intemporelle. L'arrogance est une vulnérabilité massive et le vrai pouvoir ressent rarement le besoin de crier. Il pensait être le maître de son propre univers, totalement aveugle au fait que sa femme discrète et sans prétention était celle qui détenait les plans de toute sa vie. Il a confondu la gentillesse d'Audrey avec de la faiblesse, son silence avec de l'ignorance et sa patience avec de la soumission. Quand vous traitez les gens qui vous ont construit comme s'ils étaient jetables, vous ne devriez pas être choqué quand ils retirent les fondations de sous vos pieds et vous laissent dans la poussière. Avez-vous déjà vu l'ego de quelqu'un détruire complètement sa vie comme celui de Declan? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui incarne parfaitement l'expression « il faut se méfier de l'eau qui dort » comme Audrey Holland. Partagez vos pensées, vos expériences et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Si vous avez aimé cette histoire de karma ultime et de drame d'entreprise à gros enjeux, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adore les bons rebondissements. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. On se retrouve dans la prochaine vidéo.